Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de toutes les lectures que j'ai faites en septembre. Mes prières du mois passé ont été entendues parce que les romans que j'ai lus étaient nettement meilleurs et cette fois-ci, je suis contente de venir vous les présenter. Donc en septembre, j'ai lu 10 livres, sauf que je vous ai déjà parlé de 5 d'entre eux en détail dans mon dernier vlog. Alors au lieu de tout répéter ici, je vous invite à aller le regarder pour entendre mes avis sur la conclusion des séries suivantes. La faucheuse de Neil Shusterman, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, La Djinn de Marie-Lou, Obsidio de Amy Kaufman et Jay Kristoff et The Final Six de Alexandra Monir. J'ai décidé qu'exceptionnellement, j'allais également vous parler de 2 romans dont j'étais rendue à la moitié lorsque le mois de septembre s'est terminé. Donc au total, aujourd'hui, on parle de 2 romans contemporains, 2 romans fantastiques, une non-fiction, un roman historique et un thriller. Ma première lecture du mois s'est arrêtée sur L'autre moitié de soi de Brit Bennett et dès que j'ai annoncé sur Instagram que j'étais en train de lire ce livre, j'ai instantanément reçu beaucoup de messages de gens qui disaient tous qu'ils l'avaient adoré. Donc ça, c'est sûr que ça fait plaisir à entendre, mais en même temps, ça met beaucoup de pression parce que là, j'étais comme ok, il faut que je l'aime aussi, là. La bonne nouvelle, c'est que je l'ai aimé. L'autre moitié de soi, c'est l'histoire de 2 jumelles inséparables qui sont nées d'un père noir. Un jour, elles vont décider de fuir ensemble leur petit village et vont être séparées éventuellement lorsque, en grandissant, l'une des 2 sœurs va réaliser que grâce à ses traits et à son teint de peau, elle est capable de passer pour une blanche. Elle va complètement renoncer à sa famille et à ses origines et ce livre, en bref, c'est le défilement de la vie de quelques personnages qui sont tous reliés et qui doivent tous faire face à leur façon au colorisme et au racisme des États-Unis dans les années 1950. Les thèmes de L'autre moitié de soi étaient vraiment forts, vraiment touchants, et même si c'était une fiction, je reste convaincue qu'on serait capable de trouver des gens dans le passé qui ont vécu cette vie-là exactement. Je pense que le souvenir que je garde de ces personnages va toujours me rester frais en mémoire, et justement, on dirait que c'est là le seul défaut que je suis capable de trouver à ce roman. Le récit est tellement bien ancré dans la réalité, on croit au contexte, on croit aux personnages et à leurs actions, mais malgré la solidité de tout ce que l'autrice a réussi à bâtir, on dirait qu'ensuite, elle a quand même ressenti le besoin d'utiliser de nombreuses coïncidences totalement improbables pour guider le reste de l'histoire. Mais l'histoire tenait déjà debout, je comprends juste pas pourquoi ça a été nécessaire comme méthode. On dirait que ça a eu la conséquence de me sortir de l'histoire à chaque fois et de gâcher un peu l'expérience marquante que je vivais, mais malgré tout, j'ai adoré. C'était à la hauteur de mes attentes et je considère que ce roman mérite absolument l'attention qu'il reçoit. Je lui ai donné 4.25 étoiles et je le recommande absolument à tout le monde, sincèrement. Ensuite, j'ai enfin reçu Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard après avoir placé ma réservation à la bibliothèque le 25 mai. Donc, je peux te dire que ce livre, je l'ai attendu et pendant tous ces mois d'attente, mes attentes ne faisaient que monter, mais c'était bon. Oh, c'était bon. Mon mois de septembre a vraiment commencé fort avec L'autre moitié de soi et Haute démolition. Haute démolition, c'est un roman contemporain qui suit la montée du succès d'un humoriste au Québec. On va voir les hauts et les bas de sa carrière et il va nous amener dans les coulisses très sombres du monde de l'humour au Québec. Je vais pas en dire plus que ça, mais sachez que c'est un livre très original dans sa direction. J'ai bien aimé le style de l'auteur, il déploie son récit au-dessus et au début c'est un petit peu déroutant, mais après ça je me suis habituée et j'ai aimé ce que ça a permis de construire dans le livre. C'est sûr qu'après ça, j'ai entendu dire que le style que je trouvais très particulier et unique dans le livre, apparemment, c'est un style qui est vraiment commun dans les autres titres de l'auteur et il y en a qui peuvent trouver ça répétitif. Ça m'a un peu déçue parce que moi, je sais que en général, quand il y a un auteur que je trouve qui fait des choses vraiment originales, mais ensuite, chaque livre, c'est la même chose. Genre Guillaume Musso, là, ben c'est décevant. Fait que si vous avez lu d'autres livres de Jean-Philippe Barry-Guerrard, s'il vous plaît, je sais pas comment vous devriez interpréter ce mouvement, mais dites-moi donc si c'était écrit au-dessus ou pas. En tout cas, encore une fois, c'est un livre que je qualifie de descente aux enfers. Je l'ai commencé et je suis devenue obsédée, de A à Z. Vraiment, ça m'a pris moins de 12 heures pour le lire. C'est pas que j'étais assise pendant 12 heures en lisant consécutivement, j'ai mangé entre les deux. Mais tu sais, j'ai passé tout l'après-midi de mon dimanche à lire et ensuite me dire ok, je vais le continuer demain. Mais rendu à minuit dans mon lit, et ça voulait plus s'arrêter. Mon seul vrai bémol, c'est le dernier chapitre. Je trouve que ça n'a pas été à la hauteur de toute la tension qui était montée pendant tout le long du roman. Je m'attendais à quelque chose de plus. Mais en même temps, je me dis que c'était sûrement intentionnel avec tout le reste du contexte. J'ai donné 4.5 étoiles à ce livre.
je devrais y donner 5. Je devrais y donner 5. Pourquoi j'y donne pas 5? Est-ce que le dernier chapitre m'a déçu tant que ça? Sais-tu quoi? On va y donner 5. Donc, si vous l'aviez pas compris, je le recommande à tout le monde. Ma prochaine lecture a été la conclusion de la trilogie du Prince Cruel de Holly Black intitulée The Queen of Nothing. Pour vous résumer rapidement le contexte de cette série, ça se déroule dans un monde où il y a notre société moderne et aussi le monde des failles qui sont des êtres qui ne peuvent pas mentir et qui vivent dans un royaume cruel et luxueux. Premier tome, j'avais aimé ça. Deuxième tome, j'avais aimé ça. Et le troisième, j'ai aimé ça. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Le deuxième avait vraiment trop fait monter mes attentes, mais c'était quand même une bonne conclusion. J'ai juste trouvé qu'au niveau de la politique, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus excitant et déroutant comme le deuxième l'avait été. Et au niveau de la relation, c'est là qu'on m'a perdu un petit peu. Donc moi, j'aime ça, le enemies to lovers. J'aime ça, le slow burn. J'aime ça quand la progression de la relation est lente. Mais là, c'était d'une lenteur à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais pas préparée à ça, ok? C'était le dernier tome. Et là, j'étais rendue à la moitié du dernier tome. Il restait juste une moitié là, pour conclure c'est quoi qui arrive avec leur relation. Et les deux jeunes gens de la relation continuaient à ne pas se parler. Ils se croisaient à peine dans le roman. Et j'étais comme, mais mon Dieu Seigneur, ça se passe-tu ou ça se passe pas? Mais je dis ça positivement, la tension montait. Mais là, quand finalement ça se conclut, j'ai vraiment pas été fan de la scène. Donnez-moi en plus, c'était trop instantané après que tout ça, ça a pris autant de temps, je sais pas. Niveau romance, j'ai aimé les deux personnages et leur relation. Ça a commencé mal, ça a fini bien. Tout ce que je retire vraiment en fait de leur couple, c'est que le gars a une queue. Puis ça, j'ai découvert que j'aimais vraiment pas ça. Bref, excusez-moi, mes pensées par rapport à ces derniers tomes sont vraiment n'importe quoi. Mais au final, je suis vraiment contente d'avoir donné une chance à cette série dont je ne pensais jamais lire même le premier tome autrefois. Je comprends vraiment les gens qui ont pas tant aimé ça, mais je comprends pourquoi j'ai aimé ça. Je voudrais dire que je recommande la trilogie, mais c'est tellement du cas par cas qui va apprécier ça que je peux pas juste vaguement vous recommander ça. Bref, ce dernier tome, j'ai donné 3,75 étoiles sur 5. J'ai tellement aucune idée de ce que je viens de dire pour cette critique. Ok, ensuite j'ai lu une de mes prédictions 5 étoiles qui n'a pas été un livre 5 étoiles. J'ai donc lu The Midnight Library de Matt Haig, un livre qui reçoit beaucoup d'attention en ce moment grâce à son concept intéressant où on suit un personnage qui s'enlève la vie et qui va se retrouver entre la vie et la mort dans une librairie où elle a l'opportunité de revivre sa vie plusieurs fois à travers des versions de livres de sa vie où elle a fait un choix différemment. J'avais dit précédemment que c'était un roman dur sur les émotions parce que c'était ce qu'on m'avait dit, mais au final, pas du tout. Je veux dire, évitez ce roman si le suicide est un sujet sensible pour vous et que c'est un gros trigger warning. Mais autrement, même si ça parle de mort, de dépression, blablabla, ça me semblait quasiment un ton joyeux, léger, comme ce que je trouve dans mes petites lectures d'été de romances contemporaines. Ça s'y lisait bien, mais c'était très prévisible. On dirait qu'à chaque fois qu'elle allait dans une nouvelle vie, je pouvais immédiatement deviner c'est quoi qu'elle allait se passer dans cette vie-là et ça allait être quoi les conclusions qu'elle allait en tirer. L'auteur décide de nous montrer en quelque sorte la progression mentale du personnage à travers le récit grâce à des monologues qui sonnaient très genre #inspirational et qui étaient extrêmement malaisants dans les contextes dans lesquels elle les sortait. C'était juste vraiment pas naturel de la part du personnage principal et moi ça me faisait aucun effet personnellement, mais je sais qu'il y a peut-être des petits éclats inspirants là-dedans qui pourraient vraiment aider quelqu'un d'autre. Au final, je sais juste pas si je recommanderais ce roman à quelqu'un qui souffre de dépression parce que la dépression qui est décrite dans ce livre est le genre de dépression précise qui semble être causée principalement par des événements extérieurs tragiques et s'il s'agissait simplement que ces événements extérieurs soient réglés, eh bien la personne ne voudrait sûrement plus s'enlever la vie et on dirait que ça adresse pas du tout le genre de dépression qui est beaucoup plus commune où la personne, il n'y a pas d'événements tragiques dans son quotidien. Il n'y a rien nécessairement à régler, mais la personne souffre beaucoup. Et donc, je me demande même si pour ce genre de personne, ce livre ne pourrait pas en fait avoir un effet négatif. Bref, j'ai
quand même donné 3 étoiles. C'était une lecture divertissante, rapide, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais si je le recommande, c'est surtout pour que ce soit lu en contexte de genre lecture de trajet d'avion où t'as besoin de quelque chose de rapide, qui est intéressant, mais t'as pas nécessairement besoin d'y repenser une fois que t'as atterri. Je sais pas si ça a du sens pour vous. Ok, prochaine lecture, Death in Yellowstone de Lee H. Whittlesey. Sérieusement, ne lisez pas ce livre si vous n'avez pas envie d'entendre des histoires de gens qui meurent de façon très tragique et douloureuse. Il n'y a pas d'autre contenu que ça dans ce livre. C'est littéralement un livre de non-fiction qui décrit toutes les histoires et les témoignages de gens qui sont morts de diverses façons dans le parc national de Yellowstone. Et c'était fascinant, intéressant, épeurant et traumatisant. Je l'ai écouté en livre audio en faisant ma vaisselle et des fois je me disais, la personne qui passe devant ma fenêtre en ce moment et qui me voit peut-être, est-ce qu'elle se demande pourquoi j'ai cette expression faciale en faisant la vaisselle? Eh bien si oui, la réponse c'est parce que j'étais en train d'entendre comment quelqu'un est tombé dans un hot springs et après sa peau. Savez-vous quoi? Je vais même pas vous dire. Les gens qui veulent l'entendre, eh bien lisez ce livre. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Donc les causes de mort qui sont adressées dans ce livre, il y en a beaucoup, mais principalement, on a les hot springs, qui était le chapitre le plus intéressant et effrayant de ma vie. Ensuite, on a les bisons, les ours. J'ai appris beaucoup de choses sur les ours et j'ai plus peur que j'avais avant des ours, mais moins peur aussi en même temps. Il y a les avalanches, le froid, les meurtres, parce que oui, il y a des meurtres au parc national de Yellowstone et des fois c'est difficile à prouver. Bref, j'ai tellement été contente de prendre ce livre-là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la non-fiction et je sais pas pourquoi le thème m'intéressait vraiment. On sent vraiment la passion de l'auteur qui est quelqu'un qui a travaillé à Yellowstone pendant très longtemps et qui dédie sa vie un petit peu à ramasser toutes les histoires et les témoignages par rapport aux morts là-bas. D'ailleurs, l'édition du livre que je lisais commençait avec une note de l'auteur qui disait que c'était une version mise à jour avec de nouvelles histoires et de nouveaux témoignages parce qu'il y avait continuellement de nouvelles morts qui étaient prouvées au fil des années et je pense que c'est un livre qui risque sûrement d'être mis à nouveau à jour dans le futur. Le gars a l'air vraiment passionné, je suis bien contente pour lui. Son livre est vraiment réussi. C'est juste dommage qu'au niveau de l'expérience de lecture, eh bien moi personnellement, j'ai vraiment été plus intéressée par les sujets de la première moitié du roman plutôt que la deuxième. Disons que la deuxième, si j'avais été une autre personne, j'aurais sûrement DNF les chapitres qui m'intéressaient moins par rapport aux morts causées par les guerres historiques dans le passé. Mais tout ça, c'est des recollections de faits historiques, donc je comprends pourquoi ça existe dans le roman. Ben là, je dis roman, mais c'est pas un roman, là, c'est un livre de non-fiction. Et donc c'est ça, j'ai de la difficulté à le noter parce que je trouve que en tant que morceau de non-fiction qui présente des informations, c'est un 5 étoiles, mais en tant que livre que j'ai apprécié en tant que lectrice, eh bien c'est plus comme un 3.5, 3.75. La première moitié était 5 étoiles et la deuxième était comme 2.5 étoiles. Bref, c'était une belle surprise, ça m'a vraiment encouragée à essayer davantage de lire plus de non-fiction, mais peut-être que je vais essayer de choisir un sujet un petit peu plus joyeux la prochaine fois. Et donc, j'en ai fini avec tous les romans que j'ai terminés en septembre. Sauf que là, j'ai 2 titres à vous présenter parce que, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'en avais déjà lu la première moitié lorsque le mois de septembre s'est terminé, donc allons-y. Le premier livre, je viens tout juste de le terminer alors que je filme cette vidéo et il s'agit de Coucoum de Michel Jean. C'est dur de dire ce que je m'apprête à dire sans sonner comme si je me vante, mais il y avait vraiment beaucoup de gens qui attendaient que je lise ce livre-là. Et c'est pas parce que j'ai les meilleurs avis au monde, mais c'est parce que j'avais détesté le seul livre de Michel Jean que j'avais lu, La Belle Mélancolie. Donc là, avec Coucoum, j'avais des attentes qui étaient en gros conflit. Parce que d'un côté, il y a tout le monde qui ont donné 5 étoiles et qui s'attendent sûrement à ce que j'apprécie le livre autant. Et de l'autre côté, il y a mon souvenir du livre de Michel Jean que j'ai lu. Ça avait pas passé. Et donc là, j'avais aucune idée si mes attentes étaient bonnes ou mauvaises. Donc Coucoum, c'est une fiction, mais c'est basé sur la vie de la grand-mère de l'auteur et ça raconte l'expérience des Inuits lorsque les Blancs sont arrivés et ont volé leur territoire, et leurs enfants, et leurs maisons, et leurs femmes. Bref, c'est un sujet incroyablement dur, incroyablement important, et c'est définitivement ce que j'ai le plus apprécié du roman. Donc Coucoum, dans ma tête, c'est une œuvre qui est un peu séparée en 2 parties. Donc premièrement, il y a le premier, comme 70% du roman,
où on voit vraiment le défilement de la vie de sa grand-mère qui était orpheline et qui a grandi avec les Inuits. Et en tant que lecteur, on peut vraiment tomber en amour avec le charme de la communauté et le contexte environnemental magnifique dans lequel ils vivaient. Et ça, c'était une partie agréable, c'était atmosphérique, mais je n'ai jamais réellement pu accrocher à ma lecture parce que je trouvais que le style d'écriture était extrêmement passif. Et on dirait qu'à cause de ça, si j'appréciais ma lecture, c'était surtout à cause du contexte et non pas des personnages. Les personnages auraient pu être remplacés avec de nombreuses autres personnalités et je pense que mes sentiments auraient été de la même façon. Donc à ce niveau-là, je dirais que ça a été une déception agréable parce que moi je m'attendais à quelque chose de vraiment poignant et beau et l'écriture était tout à fait convenable. Il y avait des belles phrases, mais ça venait pas me rejoindre directement. Et là ensuite, lorsque ça m'a rejointe, c'était dans la deuxième partie. Mais la raison pour laquelle ça m'a rejointe, c'est parce que on plonge dans le tort qui a été causé aux Inuits par les Blancs et les émotions qui naissaient en moi, c'était à cause des faits historiques et non pas nécessairement à cause de l'application du texte. Donc c'est très difficile pour moi de me placer par rapport à ce livre parce que je trouve qu'il est important, c'était plaisant à lire, c'était bon, mais c'est un peu comme si là où il rayonne, c'est avec des aspects qui auraient très bien pu appartenir à un documentaire et non pas nécessairement à une œuvre de fiction. Bref, je suis très contente de l'avoir lu, ça a définitivement rehaussé mon impression de Michel Jean en tant qu'auteur. Je vais sûrement essayer de lire d'autres de ses livres dans le futur pour voir comment je me place tout à fait par rapport à ça. Il y a définitivement des images marquantes dans ce livre et elles sont encore plus marquantes par le fait que je sais qu'elles sont absolument vraies. Donc je pense que ma note finale est un 3.5 étoiles sur 5. C'est fait! Dernier livre de cette vidéo. Il s'agit en fait d'un roman que je n'ai pas encore terminé à l'heure où je filme cette vidéo. C'est définitivement la première chose que je m'en vais faire dès que j'ai fini de filmer parce que j'ai très hâte de le finir. Et donc je vais rapidement vous résumer où j'en suis et qu'est-ce que je pense. Et vous pourrez revenir dans mon update lecture d'octobre pour voir quel sera le résultat final. Donc je suis environ à 70% du livre Mon amie Adèle que je lis en anglais sous son titre Behind Her Eyes et ça a été écrit par Sarah Pinborough. C'est un thriller qui suit une femme qui va se mêler les pinceaux en développant une relation avec un homme marié et ensuite en développant une amitié avec la femme de cet homme. Et les choses vont vraiment se compliquer et de la meilleure façon au monde. Pour l'instant, je suis tellement vendue. C'est un 5 étoiles et pour moi qu'un thriller soit 5 étoiles, c'est très rare. J'ai vraiment très peur parce que la fin de ce roman est mondialement reconnue comme étant une des fins les plus mitigées au niveau des avis. Soit tu adores, soit tu détestes. Et là, j'espère vraiment que je vais adorer. En octobre, je vais essayer de lire le plus de thrillers possible et donc celui-ci, c'est vraiment le meilleur pour commencer le mois pour l'instant. Bref, je vous en reparle à la fin du mois d'octobre. Et donc, c'est ce qui conclut cette update lecture. Comme vous avez pu peut-être le ressentir, je suis vraiment plus contente aujourd'hui de vous parler de ces livres. J'espère vraiment que des bons mois de lecture comme ça va m'arriver plus souvent et je vous souhaite que ça vous arrive à vous aussi plus souvent. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!